Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux à tous, beaucoup de bonheur et de réussite. Je commence, cette nouvelle année avec un nouveau cours, droit des assurances. Alors, c'est dans la continuité, des modules de droit des obligations, de droit des transports. Donc quand on enseigne le transport, on a, cet aspect assurance qui est essentiel, et on abordera également, le contrat d'assurance à l'international qui contient, des dispositions sur, le contrat de transport. Le premier contrat à l'international, c'est le transport et l'assurance, qu'on, verra ensemble avec les Incoterms. Donc aujourd'hui, on va faire l'introduction, au droit des assurances. On va aborder les contours, de la matière qui est quand même, une matière assez transversale. Parce qu'elle repose, sur le droit des obligations avec un contrat qui est quand même, spécifique, avec des dispositions propres, avec des interdictions, concernant certaines clauses, certaines couvertures. C'est un contrat spécial mais on a qui n'est pas, totalement détaché du droit des obligations et du droit des contrats. Donc il y aura cet aspect, contrat, l'aspect responsabilité. Donc quand on parle de, droit des assurances, il y a la notion de sinistre, il y a la notion de dommage, de responsabilité. Donc tout ça, on le verra, dans ce cours, qui, regroupe également des aspects économiques, des aspects, également de droit public. Puisque par exemple, l'assurance, c'est une activité qui n'est pas, autorisée, pour tout le monde. Il faut avoir certaines conditions, donc on en vient aussi au droit des sociétés. Donc matière transversale qui touche à beaucoup de matières, du droit privé, mais également, du droit public. Donc, comment on va s'organiser ce cours, de droit des assurances? Donc, on va quand même aborder dans un premier chapitre les caractéristiques, de l'opération d'assurance. Ensuite, on va parler de la formation du contrat d'assurance. Ça va de la négociation jusqu'à la résiliation du contrat. Ça, on le verra dans l'exécution, mais dans la formation, comment on forme un contrat d'assurance, quelles sont les obligations imposées par le législateur en termes d'obligations d'information de l'assuré ou du souscripteur. Dans le chapitre 3, on va s'intéresser plus particulièrement au risque qui est assuré. Il faut également des conditions qui sont particulières. On va parler de l'aléa, puisque le contrat d'assurance repose sur l'aléa, ce qui est une exception. Également, la notion d'incertitude qui fait que le contrat d'assurance existe. Donc tous ces aspects-là, nous les aborderons dans ce chapitre 3. Dans le chapitre 4, on va parler de l'exécution du contrat de transport et surtout, le moment où le risque va se réaliser et que l'assureur, va devoir indemniser l'assuré et quels sont, les cas où l'assureur ne va pas indemniser, l'assuré, par exemple quand il y a, une déchéance, quand il y a eu une fraude. Donc tous ces cas-là seront abordés dans ce chapitre 4. J'ai, choisi de traiter, l'assurance à l'international. Donc c'est un peu lié au module de droit des transports parce que, l'assurance à l'international prend une place importante avec les contrats de transport et donc quels sont ces contrats d'assurance à l'international? On va également aborder, le cas d'un Marocain, par exemple, à l'étranger. Est-ce qu'il peut être assuré au Maroc ou inversement, un étranger, quand il vient ici au Maroc, est-ce qu'il doit s'assurer, forcément ici au Maroc? Quels sont les cas? Notamment concernant la localisation, du risque à assurer. S'il est sur le territoire marocain, nous allons voir qu'il y a des dispositions qui sont particulières lorsqu'il y a des éléments d'extranéité en présence, d'un contrat d'assurance. Donc 5 chapitres pour, comprendre, le cours de droit des assurances. Donc on va commencer par, ce chapitre 1, chapitre introductif, où on va décrypter, le droit des assurances, la particularité, la loi 1799 et également, qui peut devenir assureur? Quelles sont les conditions d'éligibilité pour, heu
s'assurer? Quels sont les différents types de contrats d'assurance? Qu'est-ce qui peut être assuré? L'autorité de régulation des assurances qui est la CAPS, quel est son rôle? Quels sont les intervenants, dans l'opération, d'assurance? C'est une opération juridique, mais on va voir que c'est aussi une opération financière, une opération économique. Alors, voilà pour ce premier aspect. Donc on va parler d'abord des contours, de l'opération d'assurance. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'assurance, c'est à la fois une opération, de droit de juridique, d'accord? C'est une opération financière. C'est une opération aussi qui relève, de la technique, puisqu'on a besoin de faire intervenir des experts. Donc on fait intervenir l'expert dans l'évaluation du dommage, donc ça, on le verra dans l'exécution, du contrat d'assurance, mais aussi on a besoin d'experts pour faire, les contrats, d'assurance. Le juriste en lui-même n'est pas à même à lui seul de faire ce contrat d'assurance. Il est obligé d'y avoir des techniciens qui, vont devoir délimiter et aussi calculer le risque financier de, ce contrat d'assurance. Alors l'assurance, est formalisée par un contrat d'assurance. Il faut vraiment que ce soit un contrat écrit. On est, loin du contrat qui est simplement formé par le consentement des parties, oui, mais il n'est pas suffisant. Il faut que ce soit un contrat formalisé, écrit. On est dans des contrats, type adhésion. Ça veut dire que l'assuré vient et en fonction du risque, il y a déjà un contrat qui est, préétabli. Il n'y a pas de négociation clause par clause. Le droit, des assurances, c'est un code des assurances, c'est la loi 17, 99, qui, regroupe toutes les dispositions concernant le droit des assurances au Maroc. Le caractère technique, c'est important et on va le voir, notamment avec l'activité des actuaires qui sont, là pour élaborer ces produits, d'assurance qui seront ensuite, formalisés, dans un contrat. Donc il faut évaluer le risque, et puis aussi l'assurance, c'est un coût, économique pour la société et dernièrement, AXA avait, demandé une étude sur le réchauffement climatique. Ils ont considéré que si, le réchauffement, climatique augmentait de 2 degrés supplémentaires d'ici quelques années, les assureurs ne pourraient plus couvrir, les risques, dans la mesure où il va y avoir des intempéries, des sinistres à répétition et donc l'impact, de ce changement climatique sur l'activité d'assurance, serait catastrophique et ce serait un risque, qui serait supporté par les individus et non pas, par la collectivité. Le contrat d'assurance, il s'insère dans un contexte beaucoup plus vaste. Donc on a dit que c'était un contrat entre, un assuré et un assureur. Heu, Ensuite, il y a aussi le fait que la société tend à ce que les individus soient assurés. L'assurance est obligatoire dans un certain nombre de domaines. Par exemple, l'assurance automobile, pour tout individu qui a détenteur d'un véhicule, terrestre à moteur et qui l'a acheté et qui l'a acquis et qui va l'utiliser, la loi l'oblige à l'assurance. Il en va de même aussi pour les salariés. Quand ils travaillent, ils ont l'obligation d'être couverts pour, tout ce qui concerne les accidents du travail ou la maladie. Donc l'assureur, dans ce contrat-là, va rechercher naturellement à minimiser, les risques auxquels il va s'exposer et en quelque sorte, il va essayer d'aménager cette incertitude. Donc essayer de la cadrer dans le sens où, il faut, avoir une maîtrise de cette incertitude. Mais de l'autre partie, il faut pas que l'assureur, s'exonère d'un certain nombre de cas, sinon ça ferait perdre toute utilité au contrat d'assurance. Donc, l'assurance, est apparue, il y a presque un siècle. Ça a commencé avec, les ouvriers, dans l'industrie, textile, manufacturière.
lorsqu'un ouvrier tombait malade ou décédé, les ouvriers commençaient à faire des quêtes et on commençait ensuite à faire des caisses, à se cotiser. Si l'un d'eux tombait malade ou si l'un d'eux était victime d'un accident, ils piochaient dans cette caisse pour subvenir aux besoins de l'ouvrier et de sa famille. Donc c'est comme ça qu'a commencé la mutualisation du risque et surtout la notion de mutuelle au niveau des ouvriers. Donc l'étude de l'assurance, c'est aussi une étude sociale, une étude historique et aussi différentes techniques qui vont être mises en place par les actuaires et par ces techniciens pour calculer le risque. Par exemple, vous avez, chaque année, les prix de l'assurance évoluent en fonction des sinistres. Donc les assureurs font des études des sinistres de l'année précédente et s'il y a une augmentation des sinistres, il y aura un impact sur, la couverture assurantielle et la couverture, en matière financière. Donc il faudra, payer beaucoup plus cher sa prime d'assurance. Pareil, quand il y a des événements, des circonstances exceptionnelles, et ben, là aussi, il y a, une actualisation en quelque sorte de l'assurance en fonction de ces circonstances. Alors, qu'est-ce que la mutualisation des risques qu'on a abordé avec le cas des ouvriers? Donc, la mutualisation des risques, c'est, une forme d'équilibre qui va être fait entre les risques qui vont être réalisés et l'argent qui a été récolté, toutes les primes d'assurance qui ont été récoltées par les sociétaires. Alors quand on parle de mutuelles, on verra tout à l'heure, les mutuelles ne sont pas des sociétés d'assurance. Les mutuelles, ce sont des gros groupements d'un corps professionnel, d'une catégorie. Par exemple, vous avez des mutuelles chez les fonctionnaires, vous avez des mutuelles dans le secteur privé. Et donc, ça n'a pas un but lucratif. Simplement, ce sont sur le modèle des ouvriers, des salariés qui vont se cotiser pour la couverture des frais médicaux, des frais de maladie ou des frais d'incapacité. Donc, cet équilibre, c'est quoi? C'est qu'on va, on va essayer d'avoir toujours plus de primes que d'indemnisation. Alors je reprends, ça veut dire que on va prendre l'ensemble des risques qui vont être réalisés, ça veut dire l'ensemble des sinistres, et il faut que ce soit toujours inférieur aux sommes qui vont être récoltées à travers les primes d'assurance. Donc, l'assureur, en fait, il doit avoir cet équilibre et cette supériorité des primes qu'il va encaisser pour pouvoir indemniser les individus qui ont été victimes d'un sinistre, d'une maladie, par exemple, ou d'un accident du travail. Donc, quand on est dans un système mutualiste, les risques sont répartis sur l'ensemble des individus, qu'on appelle des sociétaires. Et donc, plus il y a de sociétaires, plus il y a d'argent, mais aussi il y aura plus de sinistres. Donc, il faut toujours que le nombre de personnes qui ont subi un sinistre soit inférieur au nombre de sommes cotisées. Donc ça, c'est le mécanisme de la mutualisation du risque. On fait répartir en quelque sorte le risque sur tous les individus. Et donc ça, c'est le système de mutualiste. Aussi, ce qui va permettre une bonne répartition et le calcul en fait des primes qui vont être payées, c'est qu'il y a le système des probabilités. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le montant des primes d'assurance évolue chaque année parce qu'il faut tenir en compte les statistiques de sinistres de l'année précédente. Alors, je vous donne un exemple. En matière d'accident pour les assurances automobiles, les assureurs prennent les sinistres de l'année passée, calculent quels sont les risques, quel est le taux par exemple de morts sur la route, quel est le taux d'indemnisation. Donc tout ça va entrer en compte dans l'évaluation de la prime d'assurance qui sera répartie entre tous les assurés. Donc c'est une évaluation mathématique de la survenance du sinistre. C'est pour ça qu'on parle du calcul de probabilité. Donc ça va aider l'assureur à
exclure des risques. Ça va également lui permettre d'inclure certains risques qui vont, par exemple, arriver, et aussi de rehausser le montant des primes d'assurance. Et donc ça, ce calcul de probabilité et ces statistiques vont être gérés par les actuaires qui vont faire des scénarios et des simulations et vont évaluer le montant sur l'année N+1 qui va devoir être récolté par les assureurs pour couvrir, par exemple, ces nouveaux risques. Alors l'actuariat, c'est un métier qui est très peu connu. Il y a des écoles qui forment à l'actuariat. L'actuaire, qu'est-ce que c'est? C'est lui qui va créer les produits d'assurance en fonction des données qu'il reçoit, de ces données statistiques qu'il va analyser. Donc, vous avez des actuaires qui sont rattachés, par exemple, ils font des études de statistiques et il y a des écoles d'actuariat. Je sais qu'il y en avait une au Maroc et en France, il y a à Lyon, je crois, une école d'actuariat. Donc, avec ces statistiques, ils vont élaborer à la fois des tarifications. Ils vont élaborer d'abord les produits d'assurance avec leur tarification. Et aussi, ils vont fixer les critères de rentabilité du produit d'assurance. Donc, c'est sur eux que repose la création des produits d'assurance et surtout leur rentabilité. Il faut créer un produit d'assurance où l'indemnisation sera toujours inférieure aux sommes perçues soit par les mutuelles, soit par la société d'assurance. Et donc ensuite, ce sera les agents d'assurance, les sociétés qui vont se charger de vendre ce produit d'assurance. Alors voilà pour la mutualisation des risques et le calcul des probabilités qui est le cœur de métier des actuaires. L'assurance aussi, c'est des mécanismes aussi d'assurance entre les assureurs ou d'assurance avec d'autres assureurs. Et donc là, on va parler de la question de la réassurance et la question de la coassurance. Alors la réassurance, qu'est-ce que c'est? Vous avez des assureurs qui sont financièrement assez costauds, d'accord, et qui vont pouvoir réassurer d'autres assureurs. En fait, vous avez une assurance qui devient l'assureur d'un autre assureur. Donc ce mécanisme-là, ça s'appelle la réassurance. Donc quand vous avez une compagnie d'assurance qui obtient une assurance pour les risques qu'elle couvre en s'adressant à un réassureur, ça veut dire que la personne va être assurée, par exemple, chez un assureur, et cet assureur-là va être assuré chez un autre réassureur. Donc, s'il y a un sinistre qui se produit, la personne va être indemnisée par son assureur, d'accord? Et ensuite, ce sera la seule responsable. Ça veut dire que quand la personne qui a subi le sinistre va demander l'indemnisation, elle va pas demander l'indemnisation au réassureur, elle va demander l'indemnisation à l'assureur. Donc c'est la seule personne avec qui il a contracté. Donc c'est lui qui est responsable et qui lui doit l'indemnisation. Ensuite, à charge pour cet assureur de voir avec son assureur à lui. D'accord? C'est un peu comme le mécanisme des poupées russes. Vous avez un assureur et au-dessus, vous avez une autre assurance qui assure l'assureur. De l'autre côté, vous avez la coassurance. Donc là, il n'est pas question de réassurer, mais quand, par exemple, vous avez des événements qui sont importants, quand vous avez un risque qui est lourd, je sais pas, un événement sportif, les compagnies aériennes, assurer un avion, ce n'est pas possible pour un assureur. Donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un pool d'assureurs, une réunion d'assureurs qui vont assurer ensemble, par exemple, cet aéronef. Et donc là, on parle de coassurance. Et vous avez des regroupements d'assureurs et ça s'appelle de la coassurance. Par exemple, le cas de la Réunion aérienne en France, qui est un coassureur puisque c'est une réunion de plusieurs assureurs pour assurer les avions. Et donc, en fait,
la personne qui va souscrire le contrat d'assurance, elle va pas aller voir tous les assureurs, mais il y a un assureur qui va être désigné comme étant l'appériteur. Ça veut dire que c'est lui qui sera mandaté pour récolter les primes d'assurance, à charge pour lui ensuite de les répartir, entre les autres coassureurs. Ensuite, quand le sinistre se produit, la personne, qui a subi ce sinistre-là, je sais pas, la société qui organise l'événement ou, le propriétaire de l'aéronef, ira voir l'appériteur qui se chargera des formalités pour l'indemnisation. À charge aussi encore pour lui de voir avec les autres assureurs pour, le partage, de l'indemnisation. Donc l'interlocuteur exclusif de l'assuré, ce sera l'appériteur, ça sera lui son souscripteur. D'accord? Ça sera lui, son assureur pour le souscripteur. Donc 2 mécanismes, l'un de réassurance, ça veut dire que une compagnie d'assurance se fait assurer par une autre compagnie, et le système de la coassurance où plusieurs assurances se réunissent pour, assurer un événement. En règle générale, ça serait les navires ou les aéronefs. Alors le contrat d'assurance, en fait, il a sa propre terminologie, il a son propre vocable. Donc déjà, le contrat d'assurance, c'est, un assureur, un assuré, mais je peux être assuré sans pour autant avoir souscrit le contrat d'assurance. Donc ça, c'est la particularité du contrat d'assurance. C'est qu'on peut souscrire un contrat d'assurance pour autrui, alors que normalement, dans le droit des obligations, la stipulation pour autrui n'est pas permise. Sauf que le contrat d'assurance permet la stipulation pour autrui. Vous avez par exemple le cas d'une société, qui va assurer ses salariés pour la mutuelle, donc la société est le souscripteur, les salariés sont les assurés. Et pour autant, le contrat d'assurance va bénéficier aux salariés alors qu'ils n'ont pas signé ce contrat. Forcément, ils n'ont pas signé le contrat avec l'assureur. Donc l'assureur, il va assumer, c'est la partie qui va assumer la prise en charge du risque. Le souscripteur, c'est celui qui va verser la prime et qui va conclure le contrat. Le risque, le souscripteur, c'est celui qui signe le contrat. L'assuré, il va bénéficier du contrat. Mais des fois, la qualité de souscripteur et d'assuré est dans les mains de la même personne. Mais c'est juste pour vous expliquer que parfois, le souscripteur et l'assuré sont deux personnes différentes. Par exemple, un père de famille qui va souscrire un contrat d'assurance pour toute sa famille, son enfant ou sa femme est malade, la femme est considérée comme assurée, le souscripteur, c'est le père de famille. Le risque, qu'est-ce que c'est? Le risque, c'est cet événement incertain. On ne sait pas quand il va arriver, quand est-ce qu'il peut se produire. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un événement, c'est un risque et qu'il n'est pas encore envisagé. Parce que si il y a une prévisibilité du risque, une forte prévisibilité du risque, là, le contrat d'assurance n'a pas de finalité. Donc, si on dit demain, il y aura le feu, non. Donc, il faut que ce soit l'incertitude. Le contrat d'assurance repose sur l'aléa. Donc, je cherche à protéger mes biens contre l'incendie, contre le vol, contre le dégât des eaux. J'essaye de me prévenir contre les accidents, contre la maladie, contre le décès. Donc, tout ça, ce sont des risques. Et leur survenance est aléatoire. Qu'est-ce que le sinistre? Le sinistre, c'est la matérialisation de la réalisation du risque. C'est-à-dire que le risque s'est réalisé, il s'est matérialisé, il y a eu un sinistre. Donc, je suis assurée contre l'incendie. Un jour, le véhicule est incendié. Je n'avais pas prévu, c'était aléatoire. Le sinistre, c'est l'incendie. D'accord? Cet événement incertain va se produire et il va donner lieu à une indemnisation qui est prévue par le contrat d'assurance. Alors, il existe deux catégories d'assurance parce que
Vous savez très bien que les juristes adorent les classifications, donc on ne va pas déroger à cette tradition. Et pour comprendre les assurances, il est important de commencer par des classifications. Il faut savoir que la loi 1799 ne concerne que ce qu'on appelle les assurances terrestres. L'assurance maritime, qu'on verra à la fin, c'est une assurance particulière qui n'est pas régie par la loi 1799, mais par le DCCM, qui est le DAIR du Code de commerce maritime. Donc là, on a une première classification majeure entre les assurances terrestres et les assurances maritimes. Vous allez me poser la question de savoir quid de l'assurance aérienne. Eh bien, l'assurance aérienne est considérée comme une assurance terrestre et elle relève de la loi 1799. Mais on verra dans le chapitre 5 la particularité de l'assurance aérienne, de la difficulté d'avoir un assureur localement capable d'assurer un aéronef, quand bien même il y aurait coassurance, ce qui n'est pas possible et ce qui est une dérogation qui permet aux compagnies aériennes locales de pouvoir s'assurer auprès d'assureurs étrangers quand la couverture du risque n'est pas possible ici sur le territoire marocain. Donc première classification, assurance maritime, assurance terrestre. Ensuite, autre classification, vous avez les assurances, dans les assurances terrestres, vous avez les assurances de dommages et les assurances de personnes. D'accord? Donc ça, c'est la classification qui va nous intéresser en deuxième lieu. Et qu'est-ce que l'assurance de personnes, de dommages et l'assurance terrestre? Alors, classification, assurance maritime, assurance terrestre. Donc, si on prend par exemple le droit français, vous avez dans le code des assurances en France, l'article L111-1 qui dispose que les assurances maritimes sont exclues du champ du code des assurances. C'est exactement la même chose pour le droit marocain. L'article 2 de la loi 1799 est pareil en tout point. Donc aussi, autre remarque, la loi 1799 ressemble en tout point dans la formulation avec les dispositions du Code des assurances en France. Donc, si vous étudiez en France et que vous regardez cette vidéo, c'est les mêmes dispositions que le droit marocain. La loi 1799 ne concerne que les assurances terrestres et tout ce qui est assurance fluviale, maritime, tout ce qui concerne les conventions avec les réassureurs, les accords entre assureurs et réassureurs, tout ça c'est exclu de la loi 1799 et aussi tout ce qui concerne les assurances crédit qui relèvent du droit bancaire. Alors, assurance de dommages, assurance de responsabilité aussi, on le verra tout à l'heure. Les assurances de dommages, assurance de personnes. Alors, on va commencer par les assurances de dommages. Alors, les assurances de dommages, elles sont conçues pour les risques liés au patrimoine d'une personne. C'est les assurances de biens et les assurances de responsabilité. Donc, c'est ces deux catégories. Donc, dans l'assurance de dommages, vous avez deux catégories, l'assurance de biens et l'assurance de responsabilité. L'assurance de biens, c'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est l'assurance contre le vol, contre l'incendie, contre la perte. C'est ce qu'on appelle l'assurance yard incendie, incendie, dégâts des eaux, bris de glace, tout ça, ça fait partie de ces assurances de biens. Vous avez également tout ce qui concerne les assurances pour perte d'exploitation. Si par exemple, vous avez un local et il vous sert pour votre activité professionnelle et vous êtes victime d'un incendie, à ce moment-là, ça fait partie également de ce qu'on appelle l'assurance pour perte d'exploitation, puisque ce local vous servait pour votre activité professionnelle. Donc c'est les assurances de biens classiques.
L'assurance de responsabilité, c'est, pour protéger le patrimoine de, l'assuré quand ce dommage est lu résulte en fait, de ce qu'on appelle, l'acte d'autrui. Ça veut dire la responsabilité de quelqu'un sur le fondement de l'article, 77 du DOC. Donc l'assurance de responsabilité, c'est l'assurance RC, qu'on appelle en assurance la responsabilité civile. Donc c'est une assurance que les gens ont, soit dans leur carte bleue, dans leur carte de crédit, ils ont également dans leur contrat d'assurance, automobile. Vous avez également cette, assurance, aussi quand, par exemple, vous avez votre enfant qui va à l'école et que vous l'assurez, à l'école, il y a cette partie responsabilité civile. Donc, la victime peut engager, la responsabilité de la personne et à ce moment-là, il y aura une, action directe contre l'assureur, du tiers qui est la victime. Donc ça, c'est, quelque chose qu'on reviendra sur l'action directe, dans le cours de régime de l'obligation, lui aussi qui sera disponible bientôt en ligne. Donc la victime, elle a le droit, de réclamer l'indemnisation directement à l'assureur si elle sait que cette personne, a une, assurance de responsabilité civile. Ces assurances-là fonctionnent sur le principe indemnitaire. Donc tous les paiements qui sont reçus par l'assuré, en fait, ne doivent pas, dépasser le montant du préjudice. Donc on en revient aux assises traditionnelles du droit des obligations, à savoir qu'il ne faut pas qu'il y ait un enrichissement sans cause. L'assurance, l'indemnisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle remet simplement la personne dans l'état où elle était avant, le sinistre. Ni plus ni moins. Il n'y a pas d'enrichissement du fait du sinistre, mais simplement une remise en l'état, c'est-à-dire mettre la personne, dans l'état antérieur avant la réalisation du risque. Donc, quelqu'un qui a eu son véhicule brûlé, on l'indemnise uniquement du montant du véhicule et pas d'un montant qui serait supérieur, parce qu'il y aurait une partie de cet argent-là qui n'aurait aucun, fondement. L'assureur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exercer un droit, il a un droit de recours, ce qu'on appelle le recours subrogatoire, qu'on verra également qui est l'assise essentielle du droit des assurances. Ça veut dire que en tant qu'assureur, quand j'ai indemnisé, j'ai le droit de me retourner contre le responsable de l'accident. Pourquoi? Parce que en tant qu'assureur, je suis subrogé dans les droits de la victime. D'accord? La victime qui est mon assuré, que j'ai indemnisé. En quelque sorte, à qui j'ai avancé l'indemnisation pour éviter tous ces tracas. À charge pour moi, assureur, de me retourner contre le véritable responsable, de le poursuivre pour obtenir le remboursement de l'avance qui a été faite à la victime. Et donc ça, c'est le recours subrogatoire, c'est-à-dire que l'assureur est subrogé dans les droits de la victime, c'est-à-dire qu'il prend les droits de la victime et il prend ces droits-là parce que il l'a indemnisé. Et c'est comme si la victime, quand elle reçoit l'argent, elle sursoit à ses droits qu'elle transfère en quelque sorte à l'assuré qui va se charger, lui, de poursuivre le responsable de l'accident. Aussi, c'est une fonction indemnitaire et de ne pas rechercher à l'enrichissement. Ça veut dire que l'assuré est obligé de déclarer à l'assureur toutes les souscriptions qu'il a pu faire pour, je sais pas, couvrir un même risque. Donc là aussi, il faut que l'assureur soit averti. C'est par exemple le cas des gens qui vont souscrire beaucoup d'assurance vie et puis tout d'un coup, on apprend qu'il est décédé dans des circonstances bizarres et que la veuve, elle obtient des millions de dirhams ou d'euros du fait de la souscription de ces contrats d'assurance. Et là, ça peut éveiller des soupçons. Donc ça aussi, je vous invite à regarder les
les chroniques criminelles où on voit ces cas-là quand quelqu'un, fait souscrire à son épouse plusieurs contrats d'assurance vie et puis, elle n'a que 25 ans, 26 ans et puis bizarrement au bout de quelques semaines, ou voire quelques mois après la souscription de ces contrats, la femme décède dans des circonstances, mystérieuses. Surtout, le cas, c'est la femme qui décède, dans des circonstances accidentelles et qui permet, aux veufs, par exemple, de toucher des millions, d'euros ou de dirhams en assurance et ça peut éveiller les soupçons. Alors, typologie, des assurances. Alors, dans les assurances, on a les assurances de personnes, on a les assurances vie. Alors les assurances de personnes, elles couvrent, les risques, qui peuvent toucher les individus, à savoir la maladie, l'accident, l'incapacité, l'invalidité, donc ça, ce sont des assurances pour les personnes. Ensuite, vous avez les assurances de vie. Assurances vie, en fait, elles sont liées à la durée de vie d'un individu. Alors ça peut ouvrir 2 cas. Vous avez ce qu'on appelle l'assurance décès. Alors là, la personne paye, des primes d'assurance et si, le risque se réalise qui est le décès, cette somme ira à des tiers bénéficiaires. D'accord? Donc c'est, le cas de la stipulation pour autrui. De l'autre côté, vous avez l'assurance vie. Donc c'est vrai que des fois on a la confusion des termes. L'assurance décès, la personne cotise, mais elle ne touchera pas cette somme. Cette somme ira à des tiers bénéficiaires lorsque la personne va décéder. L'assurance vie, c'est tout le contraire. Ça veut dire que vous cotisez et puis, si vous arrivez à un âge que vous avez fixé dans le contrat, où on va vous reverser ces sommes-là ultérieurement, c'est une forme d'épargne. Si vous décédez, ça sera versé à des bénéficiaires. Donc, si quelqu'un cotise depuis ses 30 ans jusqu'à 70 ans en disant: cet argent-là, si je suis vivant à 70 ans, il me sera versé, assurance vie. Puis s'il décède avant, ça sera versé, à des tiers bénéficiaires. Donc l'assurance vie, c'est une somme qui est consignée, qui est en fait, qui est fructifiée par l'assureur et à charge pour lui de reverser cette somme-là, à l'arrivée à un terme, un âge. Alors les assurances non-vie, c'est, pareil, toujours on essaye de catégoriser, ça va regrouper les assurances maladie, les assurances accidents corporels, ce qu'on appelle, le MPAT, maladie professionnelle par exemple, accident du travail et en fait ça prévoit quoi ces assurances non-vie? Le paiement d'une, indemnité en cas d'accident, en cas d'incapacité, en cas de maladie, subie qui est de l'assuré. Le principe forfaitaire de l'assurance de personnes. Alors, le montant de la somme versée par l'assureur, elle est établie au moment de la souscription. Donc, vous avez des contrats, en fait, où c'est déjà plafonné. En cas, par exemple, d'invalidité, il y a marqué la personne touchera le montant de 300 000 dirhams. Donc, c'est une somme forfaitaire. Le risque se réalise, le préjudice est subi, le montant forfaitaire est versé. C'est aussi ce qu'on donne comme qualification comme assurance de capital. Parce que l'indemnité de l'assureur, en fait, elle est déjà prédéfinie dans le contrat. Il y a déjà un barème fixé et il n'y a pas besoin d'évaluer, de savoir. Le risque s'est réalisé, voilà le montant qui sera payé. Et donc, c'est une indemnisation forfaitaire. Donc, on le retrouve dans la maladie, accident, invalidité, par exemple. Vous avez des sommes forfaitaires qui sont mises à l'intérieur. Certains pourront se dire qu'il y a un enrichissement. Pas forcément. Des fois, on se rend compte que cette somme-là est insuffisante, par exemple, pour couvrir des faits médicaux comme les dépenses médicales, les frais de rééducation, de kiné, les faits, des frais, par exemple, pour
l'aménagement d'un domicile pour une personne qui devient invalide ou handicapée, une personne qui a besoin, d'une assistance à domicile, tout ce montant-là qui peut apparaître comme, forfaitaire et qui peut, induire enfin qui peut donner l'impression d'une forme d'enrichissement, n'est pas forcément le cas. Donc voilà l'inconvénient des sommes, qui sont forfaitaires et qui sont déjà préétablies dans un contrat d'assurance. Alors la classification aussi dépend du mode de gestion du risque. Alors, vous avez les assurances qui sont, en répartition. Heu, il y a l'assurance qui est mutualisée, donc ça veut dire qu'il y a une répartition du risque entre tous, les assurés. Donc c'est les assurances de dommages, d'accord? Les assurances liées à la santé, à la maladie, aux accidents, donc tout ça, c'est une mutualisation du risque. En fait, ça veut dire que ces assurances-là, comme ils sont liés à des individus, on ne peut pas, les mettre dans la catégorie des assurances par capitalisation. On viendra voir tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le risque financier est important et donc il faut protéger ces individus, et ne pas les mettre dans un système, par capitalisation, qui serait risqué et donc il faut garantir une une gestion saine, de ces assurances-là qui sont destinées à des individus et éviter qu'elles soient soumises au risque des marchés financiers. Donc ce type d'assurance, en fait, là, c'est, des assurances qui vont fonctionner sur la mutualisation et la répartition du risque. D'accord? Donc la maladie, les accidents, les assurances de personnes, voilà. Tout ça ne peut pas être assuré par des assureurs, qui vont mettre ces produits-là, qui seront financés par l'assurance, par capitalisation. D'accord? C'est une mutualité. Les individus, chaque année, vont payer des primes d'assurance. Ces primes seront réévaluées en fonction des événements, et ça sera fait par les actuaires comme on avait vu la dernière fois. Donc c'est la méthode de gestion courante pour, ce qu'on appelle les assurances YARD, donc incendie, accident et risques divers. Alors, les assurances par capitalisation, c'est plutôt les assurances où, on n'aura pas besoin de dépenser immédiatement cet argent-là. Genre, ça va être les assurances, vie ou les assurances décès. D'accord? Cet argent-là, va être, envoyé, payé par l'assuré et cet argent-là, il n'a pas à être réemployé immédiatement, en quelque sorte, contrairement aux, assurances de dommages. Donc là, à ce moment-là, il est possible, ces assurances-là vont pouvoir être gérées par capitalisation. Ça veut dire que les primes des assurés, comme elles sont pas utilisées, donc elles sont pas là pour couvrir un risque des individus qui vivent dans la collectivité, à savoir la maladie ou l'accident. Et donc chaque année, chaque fois que quelqu'un va payer sa prime d'assurance, de décès ou de vie, eh ben ça va être placé dans un compte et ça va être fructifié, ça va être placé, ça va être investi. Et donc c'est ça qui permet, la capitalisation en fait, d'augmenter en fait les capacités, financières des assurances avec ce placement, de ces sommes sur les marchés financiers. Alors la section 3, on va parler là plus, environnement juridique, de l'assurance. Donc on a vu qu'est-ce que l'assurance, les contours de l'opération d'assurance. On a vu également, la classification, la nomenclature, des produits en quelque sorte d'assurance. Maintenant on va voir, heu, juridiquement comment, s'organise, cette opération d'assurance. Alors, il faut savoir que l'assurance, c'est un marché qui est déjà réglementé. N'entre pas sur le marché de l'assurance qui veut. On a une autorité de contrôle prudentiel, ça veut dire contrôle financier, contrôle administratif des sociétés, des compagnies d'assurance.
Faut savoir que, c'est, un système qui existe également dans les pays européens où on a un contrôle, l'ACPR, de contrôle des sociétés d'assurance et des mutuelles. La loi 1799, elle se décompose en 5 livres. Vous avez le premier titre qui parle du contrat d'assurance. Dans le titre 2, on a les assurances obligatoires. Le livre 3 parle des entreprises d'assurance et de réassurance. Le livre 4, il va présenter les opérations d'assurance. Et dans le livre 5, donc toutes les dispositions qui sont diverses et transitoires. Alors le contrôle de l'État dans l'opération d'assurance arrive déjà au début, à la création de la société d'assurance. D'accord ? Au Maroc, on a une autorité de contrôle prudentiel qui s'appelle l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Ça s'appelle la CAPS. En France, vous avez l'ARPR qui est l'autorité, l'ACPR. Je sais pas pourquoi j'ai une erreur de frappe, désolée. L'ACPR, parce que tout à l'heure je l'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai l'ACPR qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Alors, quel est le rôle de ces autorités de régulation? Donc, une entreprise, déjà, si elle veut faire des opérations d'assurance, il faut qu'elle soit agréée. Et cet agrément, en fait, est donné par la CAPS. Ensuite, toutes les activités ne peuvent pas être faites comme ça par l'assureur. D'accord? Chaque branche d'assurance, il faudra obtenir l'agrément de la CAPS. Donc la CAPS, elle a à la fois un rôle de contrôle financier, d'accord? Parce qu'il faut garantir la solidité financière de ces sociétés d'assurance. Il faut qu'il y ait ce contrôle de solvabilité de la société d'assurance. Et donc ça, c'est pour éviter les crashs, les faillites d'entreprises, comme c'est le cas des autorités de contrôle prudentiel au niveau bancaire, pour éviter les chocs et les crises des banques. Donc c'est exactement la même chose pour les sociétés d'assurance. Donc voilà pour cette activité de réglementaire de la CAPS. Je vous remercie beaucoup pour ce cours de droit des assurances. Donc, on a vu les contours de l'opération d'assurance. Nous allons voir la prochaine fois la formation du contrat d'assurance. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon courage. Merci, au revoir.